En direct de la Poste Polar, 7 bis rue de la Main de Fer avec Gérard Filoche. Bah, c'est devenu un rendez-vous chaque été. Hein. On le sort du Bourdigou et il vient nous voir. Alors, dans les épisodes précédents, il était venu l'année dernière, c'était l'année dernière, il me semble, oui. avec Nathalie Culeil pour parler de ses mémoires, parce que il mange du poisson, vu qu'il est au bord de l'eau, donc il a de la mémoire. Et là, donc je l'appelle, je me dis, j'avais su par Michael Hydra qu'il était arrivé, et il me dit, tiens, j'ai un nouveau polar. Ah, alors je cherche et je vois que c'est pas le premier. Alors on va commencer par là. Tu es auteur de polar, Gérard Filoche. Ça se voit à l'antenne. Ouais, ça se voit, c'est une caméra. Tome 1, voilà. Tome 2. Voilà, donc tu es auteur de polar. Ouais. Et Samarium. Alors, quand le troisième tome sort en octobre. Parfait. Alors, quand est-ce que ça t'a pris, en dehors de tout ce que tu fais déjà, parce que tu as écrit, tu m'avais dit, tu as combien d'ouvrages en tout? 45. 45 ouvrages, avec le premier sur l'histoire du Portugal. La Révolution portugaise. La Révolution portugaise, des œillets. Ça va faire 50 ans l'année prochaine, j'espère le ressortir. En version amaigrie, me disais-tu? Oui. Mon éditeur le prend en version amaigrie parce qu'il faisait 650 pages. Oui, ça commence à se voir. Voilà. C'est pas les 3 mousquetaires. Alors, on revient à notre sujet. Quand est-ce que tu t'es mis au polar? C'est assez récent, enfin tout est relatif. Non, j'ai toujours aimé les polars. Ah. Parce qu'en fait, c'est une façon sociale de raconter l'histoire. Et tout on prend d'Edgar Poe à nos jours, l'histoire des polars, c'est une histoire sociale. Il y a toujours derrière la lutte des classes, il y a toujours derrière quelque chose qui traduit la vie intime des gens. C'est fait sous une histoire violente, avec beaucoup d'aventures, mais c'est quand même du social, les polars. J'ai été éduqué entre autres par quelqu'un qui s'appelait Ernest Mandel et qui avait écrit un livre sur l'histoire des polars, Les Meurtres Esquis. Et puis j'ai lu tous les polars depuis que je suis en âge de lire, depuis 60 ans au moins. J'ai lu tous les polars qu'on peut imaginer et j'aime beaucoup les polars par pays, par exemple Don Meyer sur l'Afrique du Sud, ou bien Donna Leon sur Venise, ou bien les Suédois, ou bien les Islandais, ou bien le Chinois. Les Italiens, les Espagnols. J'ai tout lu parce que on rentre dans le pays, on rentre dans la vie. J'aimais bien le Sicilien Camilleri. Avec son inspecteur Montalbano. Ouais, j'adore. Écrit en sicilien. Absolument. Avec dans la traduction, ils ont gardé des phrases du patois. Et puis qui rendait hommage lui-même à Montalbán. Oui, moi j'aimais bien Carvalho. J'aimais bien Pepe Carvalho, bien sûr. J'ai lu tout Montalbán. Tout ce qui m'est tombé comme polar, je l'ai lu, quoi. Y compris les polars qui étaient des anciens amis à moi, qui avaient été trotskistes, comme Jean-François Villard, ou bien Thierry Jonquet, qui était un bon copain, il est disparu aujourd'hui, mais qui a écrit des polars absolument merveilleux. Hein. Et puis j'ai toujours tout suivi de cette catégorie. Ça a été toujours mon passe-temps. Voilà, je me disais qu'un jour j'en écrirais. Je n'étais pas du tout sûr de le faire. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, la première année, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Mais moi, j'avais quelque chose d'absolument inconnu, jamais fait, inédit. Ouais. C'est que j'allais faire, c'était l'inspecteur du travail qui allait être l'enquêteur. C'était pas le flic. Alors Parce que tout y est passé avec le polar. Il y a même des rabbins aveugles qui ont fait enquêteur. Ça n'a jamais été fait. Et le flic, il existe dans le roman. Il s'appelle Dan Moïse. Ouais. Et alors, figurez-vous que je l'ai rencontré. Dans la fin de ma carrière, j'avais un accident tragique. Un jeune môme de 22 ans qui s'est fait écraser dans l'ascenseur qu'il réparait en heure supplémentaire un vendredi soir sur exigence de son patron et qui est mort. Et donc, dans ce cas-là, on fait comme inspecteur du travail une enquête, un rapport. Et puis, les flics aussi, ils font pour le procureur parallèlement. Et il est de bon ton de se rencontrer pour voir qu'est-ce qu'on a découvert les uns les autres. Et là, je vais dans un flic qui était rue du Croissant à Paris. J'essaie de causer avec lui, puis je lui dis, mais vous êtes dans une rue historique? Le gars me regarde sans réagir, vous avez une trentaine d'années. Je dis, c'est la rue du Croissant. Il me dit rien. Je dis, c'est au café du coin que Jean Jaurès a été assassiné. Le gars, il me regarde et me dit, Jean qui?
Alors il est devenu même pas la station de métro, il est tu devenu vois. mon héros. Il est devenu mon héros, voilà. Et donc dans les 3 tomes de ma trilogie, l'inspecteur du travail s'appelle Jean Carré, le flic s'appelle Dan Moïse, et ils s'aiment pas. Alors Dan Moïse, il est furieux contre l'inspecteur parce que l'inspecteur peut rentrer à toute heure du jour ou de la nuit dans une entreprise, et lui il peut pas. Parce qu'il lui faut une réquisition du procureur. S'il n'a pas une réquisition du procureur, il peut pas. C'est un lieu privé. Tandis que l'inspecteur le regarde sous le nez, puis rentre dans l'entreprise, il n'a pas besoin d'avoir un... Il peut à tout moment, à toute heure de la nuit et du jour, rentrer dans une entreprise. Donc ça sépare les 2 hommes. Il y en a un qui est furieux de ça, il dit c'est pas possible. Il voudrait avoir... Il est flic, il voudrait les mêmes prérogatives qu'un inspecteur du travail. Puis, par exemple, et Jean Carrel lui dit mais on fait pas le même boulot. Parce que quand tu rentres dans l'entreprise, il y a des immigrés qui bossent, toi tu arrêtes les immigrés et tu les expulses. Tandis que moi, je mets un procès verbal au patron. Donc, on n'a pas le même boulot. Voilà. Donc, les 2 se disputent assez souvent dans les 3 tomes. Ils vont à peine se réconcilier dans le dernier, l'Antane. Mais dans le premier, ils se disputent beaucoup à propos de la communauté chinoise. Alors, j'ai une imagination relative. Dans le 3e arrondissement, c'est pareil. C'est pas le 13e ni le 20e où il y a le plus de Chinois. Ouais. C'est dans le 3e, et ça remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce que les Chinois sont venus suite à l'attaque des Anglais et des Français contre le dernier empereur de Chine. Ils ont forcé les portes. C'est là où on a détruit le palais, non? Oui, parce qu'ils voulaient entrer la drogue l'opium qui venait d'Inde. Ils ont forcé les portes commerciales de la Chine. Oui, parce que les Chinois refusaient les 55 jours de Pékin. Voilà, la guerre des boxers. Et ils ont signé un traité à ce moment-là, disant que les Chinois enverraient, s'il y avait une guerre en Europe, des hommes pour soutenir les Anglais et les Français. Alors, à la guerre de 14, ils ont été obligés de respecter le traité. Il est venu des dizaines de milliers de Chinois, côté anglais et français. C'est une chose peu connue. Je savais pour les Vietnamiens, parce que... oui, mais là, ils ont été... C'était notre empire. Il y a 10 cimetières chinois en France de la guerre de 14, entre Noyelles-en-Somme et puis Sangatte. Ouais. Et alors, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils ne se battaient pas. Ils faisaient les tranchées, ils faisaient les constructions en bois derrière, et ils allaient chercher les corps. Et ils allaient chercher les corps dans des draps blancs. Et c'est pour ça que Tintin appelle les Chinois les blanchisseurs célestes. D'accord. Pour ceux qui lisent Tintin. Oui. Et donc les Chinois, après la guerre, se sont installés en 3e arrondissement. Ils étaient des batteurs de métaux essentiellement. Batteurs de métaux, c'est tout, hein, l'orfèvrerie, la bijouterie, le travail de l'or, etc. Et donc ils faisaient ça essentiellement. Et alors, le 3e arrondissement, c'est les batteurs de métaux. J'ai un livre, un polar à moi par arrondissement, comme Léo Mallet. Ah, d'accord. Et donc, dans le 3e arrondissement, l'histoire des Chinois, en fait, ils prennent la place d'une longue série de batteurs de métaux. Parce que je raconte de l'histoire, pas seulement du... Oui, mais c'est le prétexte du polar, c'est que... Et le 3e arrondissement, c'était le temple. Et les Templiers, ils allaient faire les croisades, ils pillaient l'or, ils pillaient tout ça, ils ramenaient ça dans... Après, ils étaient banquiers, ils n'avaient plus besoin de piller oui, mais par la force. Entre le temple et les murailles de Paris, c'est la rue Lecomte, Michel Lecomte, c'était la rue qui allait de l'un à l'autre, s'appelait la rue Transputin. Parce que c'était là qu'il y avait la prostitution, puisque c'est là qu'il y avait l'or. Et quand Philippe Auguste... Et tu fais un parallèle avec actuellement? Attends. Quand Philippe Auguste coupe la tête aux Templiers... Philippe le Bel. Philippe le Bel, t'es sûr? Ouais, certain. Philippe Auguste, c'est avant. Tu as raison, Philippe le Bel. Il leur coupe la tête, il prend l'or, et à la place, il rase le château, et puis ils mettent un couvent, hein, qui remplace Notre-Dame-des-Champs, qui remplace le temple. Il restera plus que le... C'était un truc énorme à l'époque. Ouais, un truc énorme. Il reste plus que le donjon dans lequel UKP finira. Voilà. Hein. Et pas UKP. UKP, c'est le premier des rois. Tu parles de Louis XVI. Louis XVI, oui, c'était qui? Louis Capet. Louis. Ah, bah, tu as raison, voilà. Et Louis, c'était l'ancêtre. Il est dans le donjon. Il est dans le donjon. Bon. Et la route, qui s'appelait Transputin, devient la rue Transnonain. D'accord? Et la rue Transnonain, dans le 3e arrondissement, est aussi célèbre au 19e siècle que
Charonne pour nous, par exemple. Parce qu'il y a un massacre rue Transnonain en 1834 pour la liberté de la presse. Le général, c'est Bugeaud. Ah, le fameux. Celui qui asphyxiait les Algériens dans les grottes. Et ben là, il liquide la barricade. Ouais. Mais il y a un gars qui tire du haut de l'immeuble de la rue Chapon, sur un de ses officiers. Il fait rentrer la troupe et il tue tout le monde. Il y a 36 personnes dans la maison, enfants, vieillards, tout ça, il tue tout le monde à la baïonnette. Ah oui, écoute. Voilà. Et alors, à ce moment-là, arrive BFM TV. Ouais, de l'époque. Bah oui. Figure-toi que c'est Honoré de Daumier. Ah oui, qui arrive, le dessinateur, qui dessine tous les corps. Ah ouais. Et un par un, à tous les étages, de la cave au grenier, des 36 cadavres. Et du coup, ça va faire une émotion dans tout le pays. Baudelaire va faire un poème sur le massacre de la rue Transnonain. Le rue Rollin fait une brochure. Et en 1848, on célèbre encore, 14 ans après, le massacre de la rue Transnonain sur la liberté de la presse. Et il y en a un qui va prendre le pouvoir, et en 1851, et son communicant va lui dire « change le nom de la rue Transnonain ». Il va l'appeler Beaubourg. Ah d'accord. Voilà. Et la rue Beaubourg est au cœur de mon arrondissement où mon inspecteur du travail, Jean Carré, contrôle. Et il contrôle à partir d'un fait qui m'est arrivé, c'est qu'il reçoit une lettre manuscrite anonyme, à l'époque c'est avant Internet, et qui lui dit, voilà, dans 45 établissements chinois, il y a du trafic. Alors, quand on reçoit une lettre anonyme à l'inspection du travail, on la met à la poubelle. Sauf que celle que j'avais reçue, elle était vachement bien rédigée, tout était précis, chaque adresse, les gens, les noms, les codes APE, tout ça était vachement bien fait. Et donc, je commence à mettre mon nez. Et je vais trouver un trafic. Alors, on parle du livre ou on parle de ta vraie vie d'inspecteur? Des deux. D'accord. Des deux. Et donc, à partir de là, il faut que le lecteur lise Cerium. Oui, bon, bande de feignants. Cerium. La balle est dans votre camp. Cerium, parce que Cerium, c'est et Samarium, qui va être le tome 2, celui que je présente aujourd'hui, c'est le suivant, c'est dans la fermeture de la Samaritaine. Oui. Ce sont des lanthanides. Et les lanthanides, il y en a 17, comme les arrondissements de Paris. Je peux aller jusqu'à 17 tomes, si je veux. Et les lanthanides sont les terres rares. D'accord. Le lanthane. Tout le monde en a. Ouais. Et donc, après, il faut lire pour voir le trafic. Alors, c'est un polar comme les autres. Il y a 6 morts, il y a de l'amour, il y a du trafic, il y a de la bagarre. Et à la fin, l'inspecteur gagne. C'est un vrai polar, quoi. Mais c'est un inspecteur du travail et le flic a tort. Alors, il faut lire, parce que vous aurez de l'histoire sur le 3e arrondissement, vous aurez de l'histoire sur le 2e arrondissement, avec la fermeture de la Samaritaine. Et puis, le tome que vous aurez, le tome 3, je ne pouvais pas faire moins qu'une trilogie, comme le Millennium. Qui sort donc en octobre, tu disais? Il s'appelle Lanthane. Et il se passe rue de la Paix, c'est le Monopoly. C'est le dernier poste que j'ai occupé. Et donc, une fois qu'il y aura 3 tomes, vous aurez une vraie trilogie d'un roman policier avec l'inspecteur Jean Carré. Alors, alors c'est quoi la maison c'est la même maison d'édition qui édite? Ça s'appelle Atland. Atland est peu connu, mais c'est une très grande maison d'édition. D'accord. Parce qu'ils éditent tout ce qu'il y a pour les concours, les agrégations, etc. Donc ils ont un immense marché. Et puis ils font quelques livres, et comme l'éditeur m'aime bien, il me fait le plaisir la gentillesse en plus de sortir ça. D'accord. Alors, on va faire une pause. Et la suite, c'est qu'on va reprendre nos activités politiques. Et va nous rejoindre le camarade Michael Meunier, qui est un peu un de mes personnages récurrents aussi de mes polars, du polar qui s'appelle « Mais qui a tenté d'assassiner le train de fret ?» On se retrouve après une petite pause.